Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous pour la conférence de ce midi. Les mathématiques, un langage universel, réflexion et pistes d'action pour soutenir le développement des compétences en mathématiques chez les élèves immigrants intégrés en classe ordinaire, avec Catherine Verrette, conseillère pédagogique en mathématiques au primaire au Centre de services de la capitale à Québec. Bonne conférence à tous. Merci, Émilie. Donc, comme Émilie vous l'a nommé, je suis conseillère pédagogique en mathématiques. Donc, je suis vraiment ici là, pour témoigner, partager de réflexions qu'on a eues dans notre centre de service, puis proposer des pistes de réflexion, des pistes d'action. Puis, c'est sûr qu'au terme de tout ça, ben, c'est vous qui connaissez le mieux votre milieu, vos élèves, puis qu'est-ce qui va être le plus pertinent à faire chez vous. Donc, si vous prenez-le vraiment comme ça, là, comme un partage, là, tantôt, Émilie m'a présentée comme une experte, puis on dirait que j'ai pas le goût d'avoir ce chapeau-là. Donc, je vais aller en partage d'écran pour vous montrer la présentation. Ça sera pas très long. On dirait que je suis pas capable. Voilà. Donc, est-ce que la mathématique, c'est un langage universel? Bien, en fait, pas tout à fait. C'est sûr que les élèves vont tous passer par des phases. On pourrait parler de stade piagétien, on pourrait parler aussi de développement du sens du nombre. Fait qu'ils vont tous passer par des phases, mais si on se parle de l'enseignement des mathématiques, bien là, à ce moment-là, on n'est pas tout à fait dans un langage universel. Il y a même des aspects qui sont assez culturels. Puis c'est ce qu'on va regarder dans cette diapositive-là. La diapositive va avoir l'air un peu théorique, mais tenez bon, ensuite, on s'en va vers des pistes d'action. Quand on se parle des curriculums, donc des programmes, puis la résolution de problèmes, bien, c'est là où on a un premier aspect culturel à tenir compte parce que les curriculums, les programmes ne sont pas les mêmes, vous en doutez bien, partout dans le monde. La, hum, les moments où on aborde certains contenus vont différer. Donc, dans certains programmes, on va aborder les fractions beaucoup plus tard que nous, des fois un peu plus tôt. Un peu plus tôt de façon plus importante. Peut-être fermer le micro, ça va m'aider. Merci beaucoup. Ensuite, dans d'autres programmes, on va aborder la géométrie beaucoup plus loin, donc beaucoup plus tard que nous. Fait que c'est pour ça que les curriculums, les programmes vont teinter, si on veut, l'apprentissage des mathématiques chez nos élèves. Il va aussi avoir certains pays qui vont travailler l'algèbre avec le mouvement pre-algebra très tôt au primaire. Nous, on va travailler les préalables, mais c'est beaucoup moins assumé. On a un travail aussi qu'on fait autour des tableaux, alors que dans d'autres programmes, on va faire un travail qui est beaucoup plus en profondeur au niveau des tableaux puis des statistiques. Fait qu'on voit que les curriculums varient selon les pays, puis que l'ordre d'acquisition des contenus mathématiques varie aussi. Tantôt, dans la présentation, Émilie a nommé que le Québec, on accordait énormément d'importance aux mathématiques. Puis, dans notre programme, dans le PFEQ, ben, dans nos compétences, on accorde énormément d'importance aussi à la résolution de problèmes. C'est pas la même chose partout. On a des programmes aussi qui vont être plus près de ce qu'on va appeler des maths formelles, donc des mathématiques où on est plus près d'un calcul, puis que la résolution de problèmes prend moins de place que ce qu'on peut demander dans le programme québécois. Fait que c'est sûr qu'on va en reparler un peu plus tard de la résolution de problèmes, des contextes et tout, mais c'est sûr que quand, comme enfant, je suis habituée de faire des mathématiques où la résolution de problèmes n'occupait pas un si grand espace que ça, puis les problèmes qu'on me proposait n'étaient pas du même niveau que ce qu'on me propose en classe au Québec, bien, c'est sûr qu'il y a un décalage entre ce que j'ai vécu, puis ce que c'est pour moi faire des mathématiques, puis ce qu'on me propose maintenant que je suis arrivée au Québec. Fait qu'en ce sens-là, ben, c'est pas tout à fait universel. Il y a les idées didactiques aussi qui sont promues à travers les pays qui varient, si on veut. Parce que quand on se parle de didactique, puis on se parle d'enseignants, on se parle d'élèves, on se parle de savoir, puis on se parle d'un milieu où ce triangle-là va prendre place. Puis ben là, j'ai pas besoin de faire de dessin, hein. Le milieu varie rien qu'au Québec. Tantôt, Émilie s'informait de la neige. Là, Émilie était excitée de la neige aujourd'hui, je pense. Fait que tantôt, Émilie s'informait, neige-tu de votre côté à Montréal? Ça fait son temps qu'il neige? Y a-tu de la neige en Estrie? Les milieux varient. Là, je vous parle de météo, mais vous comprenez bien que les milieux varient aussi dans ce qu'ils sont. Fait que c'est certain que les idées didactiques vont varier aussi, puis les questions qu'on va se poser, puis les façons aussi d'enseigner les mathématiques vont varier dans le monde. Fait que ça va venir teinter l'enseignement des mathématiques, puis nous faire dire que ben c'est peut-être pas si universel que ça quand on se parle de mathématiques dans une posture d'enseignement. En dernière puce, on a l'idée que quand on se parle de mathématiques, on va se parler aussi peut-être de savoir, puis de différences à accueillir, puis à réfléchir.
Parce que vos élèves vont vous arriver peut-être avec des processus qui sont différents, des processus de calcul qu'on n'est pas habitué de voir ici ou qu'on n'enseigne pas vraiment. Ils vont peut-être travailler avec un système métrique qui va être différent du nôtre. Leur monnaie pourrait être différente aussi. La base 10 n'est pas nécessairement répandue dans tous les pays. Fait qu'il y a là aussi un savoir qui est différent à apprivoiser, puis ça fait un beau levier en classe ordinaire comme dans régulière, ça fait un beau levier pour venir travailler les mathématiques avec nos élèves parce que, il y a une belle réflexion à avoir puis à comprendre aussi derrière les processus différents des élèves qu'on accueille. Fait que c'est des belles bases, mais à la question, ben, les mathématiques, c'est un langage universel. Moi, quand j'ai commencé à enseigner puis que j'ai commencé à accueillir des élèves issus d'immigration récente, ben, c'est dans ma tête, un 2 c'est un 2 partout dans le monde. Ben, c'est pas si simple que ça. Fait qu'il faut en tenir compte de ces différences-là. Puis il faut aussi être au fait que ces différences-là peuvent enrichir notre communauté d'apprenants, notre communauté mathématique dans la classe. Je vous avais dit qu'il y aurait des pistes d'action, donc en voilà. La première que j'ai nommée, puis sur laquelle je vais vous amener à réfléchir, parce que j'aurais pu aussi appeler ça des pistes de réflexion, bien, la première concerne notre pouvoir d'action comme enseignant-enseignante. Le pouvoir d'action, on pourrait penser, puis moi je l'ai pensé quand j'ai commencé à enseigner, que mon pouvoir d'action pouvait résider dans la connaissance de tous les curriculums, ou je pourrais dire, ben, là, on a reçu une vague qui est plus issue d'une région en particulier, donc je vais m'intéresser à comment on enseignait dans cette région-là, ce qu'on a enseigné pour le groupe d'âge que j'accueille. Sauf que, ben, rien qu'à penser tranquillement, si on pousse l'exercice, ben, on n'en sortira plus. Ça va faire trop de curriculum, trop de programmes à connaître. Aussi, ben, vous le savez, là, je parle beaucoup aux enseignantes, hein, mais vous le savez, ça peut être terminal en quatrième année, puis les élèves sont en sixième année en classe ordinaire, puis finalement, ils ne savent pas encore, puis on a besoin comme enseignante de venir le consolider ou de venir rafraîchir la mémoire de nos élèves. Fait que c'est sûr qu'il pouvait se passer la même chose avec mes élèves qui arrivaient d'ailleurs. Peut-être qu'ils s'en souviennent plus. Peut-être qu'ils n'ont pas été à l'école autant qu'on l'aurait pensé. Peut-être aussi que leur histoire migratoire fait que là, pour le moment, ben, ce qu'ils ont appris, on n'est pas là tout de suite parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprivoiser parce qu'ils viennent d'arriver parmi nous. Fait que l'idée de faire le tour de tous les curriculums, ben, c'est pas là qu'on va aller chercher notre pouvoir d'action. Fait que là, vous allez me dire, mais Catherine, on va chercher où? Ben, moi, ce que je vous propose comme réflexion, c'est d'aller chercher dans l'observation de votre élève. Observez ce qu'il fait, votre élève, ce qu'il est capable de faire. Puis comme ça, ben, ça va vous donner des pistes où commencer pour pouvoir lui faire un petit pas de plus en mathématiques. Fait qu'au lieu d'étudier les programmes, ben, peut-être étudier ce qu'on remarque quand l'élève travaille. Ensuite, ben, il y a l'idée de modéliser le comportement en travail d'équipe. Puis là, vous allez peut-être trouver ça détaché de ce que je vous ai dit dans la diapositive avant, mais c'est pas tout à fait détaché. C'est que nos mathématiques, surtout avec l'apparition du référentiel d'intervention en mathématiques en 2019, nos mathématiques sont vraiment, vraiment en équipe, hein. On veut une communauté d'apprenants, on veut que les élèves résolvent des problèmes en équipe. On souhaite qu'ils débattent de leur point de vue, qu'ils justifient leur action mathématique. On souhaite aussi, dans une posture évaluative, que l'enseignant soit capable de chercher des observations, des conversations. Mais pour pouvoir faire ça, il faut donner un contexte aux élèves. Donc, on va souvent les placer en équipe pour vivre des activités comme des maths en images, des maths en trois temps. Mais parfois, ben, il faut expliquer c'est quoi nos attentes dans le travail d'équipe, comment on va faire un travail d'équipe, puis comme enseignante, on pourrait être porté à le prendre pour acquis que, ben, à 11 ans, on sait comment faire le travail d'équipe. Puis c'est peut-être pas le cas. Puis, j'ai le goût de vous dire aussi que la révision pourrait peut-être bénéficier à d'autres élèves, pas juste ceux, qu'on accueille, mais à tous nos élèves sur comment on va faire le travail d'équipe, comment on va vraiment établir un partenariat. Puis pour nos élèves qui arrivent d'ailleurs, ça va leur permettre de créer un filet. Parce que vous vous rappelez, je vous ai parlé du décalage avec la résolution de problèmes. Fait que si je suis avec un copain, mais ça va me permettre tranquillement d'apprivoiser le type de problème qu'on me demande. Puis aussi, ça va me donner des prétextes pour communiquer puis tisser des liens avec les personnes de mon groupe. Puis en dernière puce, on avait l'idée de penser à exploiter les savoirs mathématiques différents pour faire réfléchir tous les élèves. Un peu comme je vous l'ai dit, ben, quand ils ont des savoirs mathématiques ou des processus qu'on aborde peu, mais qui sont mathématiquement très recevables, ben, c'est sûr que ça nous fait des belles discussions mathématiques. Puis ça peut devenir une période en soi.
Ensuite, ben, dans les pistes d'action, puis dans les choses à réfléchir, quand on parle de mathématiques, puis quand on se demande si c'est universel ou s'il n'y a pas une grande part de culture dans nos mathématiques, ben, il faut réfléchir au contexte, puis aux objets qu'on propose, puis qu'on utilise quand vient le temps de faire des mathématiques avec nos élèves. Fait que là, Émilie l'a nommé avant de partir à l'enregistrement. J'étudie avec l'Université Laval, puis l'UQAM, les objets de manipulation au primaire. Donc, objets de manipulation, on pense réglette, on pense bloc mosaïque, on pense les fameux blocs base 10 ou blocs multibase, puis il y en a bien d'autres auxquels on peut penser aussi. Quand on les utilise, là, n'ayez pas peur, là, je pourrais parler 3 jours sans me répéter puis me trouver intéressante. Là. Je ne partirai pas, je ne vous garde pas pour 3 jours. Je vais fermer vite, mais il faut savoir que quand on utilise des objets de manipulation, il y a quand même une attente technique de comment je vais l'utiliser, ce matériel-là. Il y a une attente technique de la part de l'enseignant, puis ça entraîne des règles d'utilisation. Fait que ces règles-là, ben, ça se pourrait que notre élève qui vient d'ailleurs ne les connaisse pas. Parce que ça se pourrait que, puis là, rappelez-vous, je vous ai parlé des idées didactiques qui pourraient différer selon les pays. Bien, ça se pourrait que ce ne soit pas utilisé dans son pays. Ça se pourrait aussi qu'on ne l'ait pas mis en contact parce que dans son histoire migratoire, ça n'a pas à donner qu'il ait été en contact avec des objets de manipulation comme ça ou qu'il ne les a pas utilisés comme nous, on les utilise. Je vais donner un exemple. Ici, c'est rare que je vais rencontrer dans ma pratique de conseillère pédagogique ou lorsque j'étais enseignante, j'ai rarement vu des enseignantes qui ont travaillé les exposants avec les réglettes ou qui ont travaillé des ensembles. Fractions équivalentes, on l'a plus vu, mais exposants moins, multiplication, on ne l'a pas tant vu non plus. Dans mon centre de service, ce n'est pas quelque chose qu'on fait ou qu'on vit. Par contre, dans d'autres pays, ben oui, tu sais, ça ne prend pas une grosse recherche sur Internet pour savoir comment on fait pour travailler nos exposants avec les réglettes. Fait que c'est pour ça que l'utilisation va varier, peut varier selon les pays. Va faire en sorte aussi que notre élève ne le sache pas. Fait que ça, c'est sûr que comme enseignante, il faut que ça teinte nos attentes. Fait que mon élève, même si il n'est pas tout à fait au fait de comment je vais manipuler mon objet de manipulation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ce savoir-là ou qu'il ne le comprend pas. Ça se pourrait qu'il soit tout à fait capable. Puis je reviens à ce qu'on se dit au départ. On va l'observer. Puis on va aussi se questionner comme enseignante sur l'utilisation de l'objet mathématique. Est-ce que l'objet complique la tâche? Est-ce que je suis en train de faire une entrave? Peut-être que pour d'autres élèves, ça va faciliter les choses, mais peut-être que pour mon élève que j'accueille, peut-être que ça va compliquer les choses parce qu'il y a peut-être trop de règles autour de la manipulation de l'objet. Peut-être aussi que ça va être intéressant d'avoir l'objet mathématique, mais qu'il va falloir penser à quel objet. Quand j'utilise des jetons, ben, j'ouvre une catégorie de stratégie, si on veut, en mathématiques, qui n'est pas les mêmes catégories de stratégies que je vais ouvrir, admettons, avec des blocs multibases ou avec des blocs mosaïques. Fait comme enseignante, il faut que je pense si je propose le bon objet à mon élève, si l'objet ne va pas appeler quelque chose de trop compliqué pour lui. Fait qu'il y a une réflexion comme enseignante à faire autour des objets de manipulation. Puis là, ben, je m'en vais vers les contextes. Puis là, vous deviez attendre. C'est peut-être la partie là, qui vous intriguait peut-être le plus ou que vous aviez le plus hâte d'entendre parler parce que nos problèmes écrits qu'on propose sont presque toujours ou très souvent placés dans un contexte. Puis des contextes qui ne touchent pas nécessairement à la réalité de notre élève qui vient d'ailleurs. Puis je vais me permettre juste de questionner, est-ce que ça touche la réalité de notre élève qui vient d'ici ou qui est ici depuis longtemps avec nous? Je vais vous donner un exemple, ben, cueillir des pommes. Cueillir des pommes, ben, peut-être que notre élève n'a pas eu encore l'occasion d'aller cueillir des pommes. Puis peut-être aussi qu'on se situe dans un quartier où on ne peut pas aller cueillir des pommes en transport en commun. Fait qu'on a peut-être vraiment pas mal plus d'élèves qu'on le pense qui ne savent pas trop le contexte cueillir des pommes, comment ça peut se décliner cette histoire-là. Ils ont une vague idée parce qu'ils l'ont vu à la télé, mais en même temps, ben, ils l'ont vu dans un contexte justement télévisuel, dans un but de divertissement. Pourquoi c'est important de se questionner sur le contexte? Puis la question à se poser, c'est est-ce que mes élèves connaissent ce contexte-là? Puis le connaissent-ils suffisamment? Bien, pourquoi c'est important? Parce que le contexte va venir un peu baliser le problème, puis va venir orienter l'élève si la solution a de l'allure ou pas, si l'opération qu'il a choisie est la bonne ou pas, ça peut l'aider. Ça peut lui donner, je vais le dire en bon québécois, ça peut lui donner un gauge pour savoir s'il est dans la bonne direction. Si on demande à des élèves qui vivent, puis ça, je vais m'inclure là-dedans, si vous me demandez de vous faire un problème mathématique sur la migration des cerfs de Virginie, ça se pourrait que je donne une réponse qui est vraiment, vraiment, mais vraiment aucune allure que ça se puisse pas et je ne le saurais pas parce que je ne le connais pas, ce contexte-là.
Là, ben, une fois qu'on porte attention au contexte qu'on propose dans les problèmes mathématiques, ben, c'est là où il faut être prudent parce que finalement, quand on les regarde, ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de contextes qu'il faut expliquer aux élèves. Puis là, je vous en nomme quelques-uns, là. Un parc d'attractions. Quand j'y ai jamais été, ben, c'est pas si évident que ça. L'idée d'une grandeur réglementaire, ben, ça se pourrait que je sache pas de quoi on parle. Il y a un problème écrit sur les dépenses d'un vampire à la retraite. Fait que là, déjà là, c'est quand même quelque chose pour un enfant du primaire de penser aux dépenses de quelqu'un retraité puis un vampire de surcroît. Ensuite, on peut avoir, quelqu'un me parlait d'une situation de problème qui se déroulait dans un camping, mais quand j'arrive dans un camp de réfugiés, c'est difficile de percevoir que je vais aller en vacances au camping. Fait que c'est des contextes à réfléchir, puis ce que je m'aperçois aussi dans ma pratique de conscience pédagogique, je vous répète que je suis là juste pour offrir ce que j'ai à comme réflexion, fait que je vous donne cette réflexion-là aussi, c'est que je m'aperçois qu'il y a des problèmes qui, il y a 10-15 ans, étaient peut-être bien intéressants, mais maintenant font la promotion de biais culturels qu'il faudrait peut-être questionner. Fait que là, pour vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple avec un biais culturel du Québec. Ben, tu sais, c'est de courte vue, si on propose un problème qui mettrait en scène des Québécois, puis que sur l'image, c'est la ceinture fléchée, puis la chemise carottée avec le casque, là, tu sais, l'espèce de chapeau de fourrure, ben, tu sais, c'est de courte vue, puis c'est pas vrai qu'un petit mardi au bureau, le Québécois moyen va s'habiller avec sa chemise carottée puis sa ceinture fléchée. Peut-être dans certaines occasions, mais c'est pas la représentation nécessairement, là, on est dans un biais culturel. Puis je me rends compte, dans les accompagnements que je fais avec les enseignantes en classe ordinaire qu'on a des beaux problèmes, mais qui datent, puis qui véhiculent des choses qui maintenant, en 2023, ben, on essaierait de véhiculer quelque chose qui est plus neutre, puis qui est plus inclusif. Fait que je veux seulement vous nommer ça, si jamais vous aussi dans votre pratique, vous remarquez la même chose. Quand c'est des beaux problèmes, parce que des fois, c'est des problèmes qui sont classiques puis qu'on va retrouver, édités récemment, mais des fois, c'est des beaux problèmes qu'on ne retrouverait pas, tu sais, qui sont vraiment particuliers. Bien, ça va peut-être valoir la peine qu'on prenne 5-10 minutes pour les recopier puis, enlever un peu ces biais-là, soit dans l'histoire, dans le contexte du problème ou dans sa mise en page. Donc, dans les pistes d'action, là, vous voyez que j'ai de la misère à rester dans une diapo, là. Je prends parfois un peu d'avance. Ben, tu sais, il va falloir réfléchir à quel type de matériel on propose aux élèves, qu'on questionne son utilisation, puis qu'on fasse des choix judicieux pour l'élève qui nous arrive d'un autre pays. Le choix peut être judicieux, je le répète, pour l'ensemble des élèves, mais peut-être qu'il va falloir proposer un autre matériel de manipulation pour notre élève qui vient d'ailleurs, ou peut-être qu'il est capable de le faire sans, parce qu'il y a eu un autre programme mathématique pour commencer là, son parcours scolaire. Ensuite, pour les contextes puis la résolution de problèmes, on pourrait penser, tu sais, je vous ai parlé de refaire le problème pour enlever les biais culturels. On pourrait penser aussi de simplifier des phrases, de modifier des concepts, puis de prendre le temps d'expliquer aussi les contextes. Fait que si jamais autour des pommes, parce qu'il reste que c'est quand même quelque chose de culturel super intéressant, les pommes, ben accordons le temps, prenons le temps de pas questionner, mais de présenter qu'est-ce que c'est les pommes, aller aux pommes, ça peut représenter quoi? Il y a peut-être des images sur internet, des petites vidéos qui peuvent nous aider aussi. Fait que quand on a un contexte auquel on tient ou un contexte qui peut être riche pour nos élèves, ben, de s'accorder le temps, de venir expliquer ce contexte-là, puis de venir vraiment profiter de ça pour, présenter aussi une partie de notre culture. Il y a aussi l'idée de varier le type de tâche, puis ça, on va s'en parler un petit peu plus longuement dans la présentation. On va continuer dans la présentation en accordant un petit peu plus de temps sur le contexte. Fait qu'on va continuer de s'en parler. Parce que quand on se parle de contexte, on pourrait aussi, tu sais, on a cette idée-là où on propose le problème, puis des fois, on va proposer la situation de problème de contrainte notamment, où on a le contexte, mais on a aussi énormément de contraintes à gérer. Puis, ben, tantôt, hein, je vous en parlais d'un décalage. Il y a des programmes mathématiques où on est moins dans la résolution de problèmes que ce qu'on peut l'être au Québec. Fait que dans ces moments-là, quand on veut proposer ça aux élèves, moi, la piste que j'aimerais vous soumettre pour réflexion ultérieure, ce serait de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer du plus simple vers le plus complexe, d'ajouter des couches au problème. Puis j'amène aussi l'idée, parce que c'est quelque chose qu'on vit dans mon centre de service, les bonnes pratiques, ça reste que c'est des bonnes pratiques pour tous les élèves. Fait que peut-être aussi que de commencer du simple pour aller vers le plus complexe, ça va être quelque chose qui va être intéressant à faire avec tous mes élèves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux commencer avec quelque chose de bien simple, là, un problème que
Vous allez peut-être reconnaître, là, il est classique, mais tu sais, Catherine plante des arbres. Elle en a planté jusqu'à maintenant. Puis là, j'ai 3 petits points après parce que je pourrais, comme question, demander, admettons, si je veux les placer en rangée, bien, comment je pourrais y arriver ou combien de rangées fera-t-elle puis il y aura combien d'arbres par rangée? Puis après ça, je pourrais rajouter une histoire de budget. C'est un classique, hein, souvent au primaire, on va faire des budgets aux enfants. Si vous avez le goût de faire un budget avec les arbres, bien là, vous pourriez, dans un temps 2, leur proposer que dans la plantation, on a des conifères, on a des feuillus, ou tu sais, j'ai certains arbres, j'ai 4 arbres qui sont à, puis là, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter acheter un arbre. Mais il y a cette idée-là. J'attribue un prix à une sorte, un autre prix à une autre. Puis là, ben, je veux savoir si la famille a les moyens de s'acheter, mettons, 3 arbres d'une sorte, puis 2 d'un autre. Ensuite, je pourrais complexifier aussi en parlant d'oiseaux qui vivent dans les arbres. Donc là, je pourrais dire que par arbre, on a en moyenne 5 oiseaux. Fait que combien j'en ai dans ma plantation? Fait que là, vous voyez cette idée-là où j'ajoute des couches de mon problème. Puis, tu sais, mon idée, vous la trouvez peut-être simpliste, là. Il y a moyen d'ajouter des couches de complexité plus que ce que je vous ai fait là, un petit mercredi pendant l'heure du dîner. Mais il y a peut-être cette idée-là où commencer avec une très grosse situation de problème pour quelqu'un qui n'en a pas vraiment fait, mais ça va peut-être être difficile, puis on devrait peut-être s'en aller parfois en commençant au plus simple, puis après ça, en complexifiant. En dessous, en deuxième puce, c'est pas mon idée, c'est une ressource régionale qui a évoqué cette idée-là. Puis spontanément, j'ai pensé aux élèves qu'on accueillait parce que puis la puce, ça nous dit de rester dans le même contexte le plus longtemps possible, le plus longtemps qu'on peut. Puis je vous explique pourquoi. Ben moi, dans ma pratique enseignante, si je voulais travailler dans la résolution de problèmes aujourd'hui, ben j'aurais pris le problème, le beau problème. Je voyais que j'aurais eu là, du jus pour travailler avec mes élèves. Peut-être que le problème aurait porté sur, admettons, l'Halloween ou sur une fête l'hiver. Mais le problème que j'aurais proposé ensuite aurait assurément été sur un autre contexte. Sauf que là, ben, vous vous souvenez, il y a 30 secondes, je vous ai parlé de contexte. Puis des fois, les contextes pouvaient venir interférer dans la compréhension de l'élève parce qu'il ne sait pas vraiment de quoi qu'on parle. Bien, si je prends du temps comme enseignante pour venir expliquer le contexte, puis leur parler de comment ça se déroule cette activité-là, admettons, je vais vous parler de ski de fond. Fait que comment ça se déroule le ski de fond, puis que quand je fais du ski de fond, c'est pas comme de la planche à neige, j'en ai pas. Mes 2 pieds sont pas sur la même planche, mais j'ai une planche par pied. Mais quand je prends du temps pour expliquer ça, veux pas, c'est du temps de moins que j'ai en mathématiques. C'est sûr que ça a une belle valeur culturelle, c'est certain, certain, mais je pense qu'il y a une réponse à aller chercher dans l'équilibre de tout ça. Fait que si je détermine que les pommes, c'est vraiment important parce que j'avais un projet autour de ça aussi à faire cet automne, puis à l'école, on en a parlé, compagnie. On est peut-être même allé avec les élèves. Ben, à ce moment-là, je vais quand même essayer de faire le plus longtemps possible autour des pommes pour maximiser, puis pour maximiser le temps que j'ai pris à vivre le contexte, puis à en parler, mais aussi pour optimiser mon temps d'enseignement en mathématiques. Fait que ça, c'est une idée que, je trouvais important de vous soumettre, puis, peut-être qu'elle pourra aussi, là, vous aider à optimiser puis à maximiser les interventions. Puis là, ben, je vous l'avais dit, hein, je vais rester un petit peu sur le contexte, sur la simplification de problèmes parce que quand j'en parle dans mon centre de service, ben, tu sais, des fois, les enseignantes, des fois, vont me dire: «C'est beau en théorie, mais en pratique, j'aimerais ça que tu me montres comment ça fonctionne». Fait que là, j'ai pris un exemple, puis je me suis pas, je voulais pas me donner ça facile. J'ai pris un exemple qui vient de Tam-Tam en quatrième année. Puis, dans mon centre de service, je vous dirais que c'est ce que les élèves ont fait évidemment, là, la semaine de l'Halloween, la semaine passée ou la semaine avant, là, on était là-dedans. Fait que je vous le lis si jamais c'est petit à l'écran. On dit: «Augustine fabrique et répare des chaussures. Papa Marvin, le gnome à 5 pattes, et son fils Junior Marvin, le gnome à 4 pattes, ont commandé chacun 8 ensembles de chaussures. Pour livrer toutes ces chaussures, Augustine doit les placer dans des boîtes et chaque boîte peut contenir 9 chaussures. Combien de boîtes de chaussures Augustine doit-elle livrer chez les Marvin?» Fait que là, quand on lit ce problème-là, pour un élève qui est avec nous depuis longtemps, c'est sûr que le problème pourrait être peut-être retravaillé à mon goût, à moi. Mais si on se place avec un élève qui vient de nous arriver, un élève qu'on va accueillir, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent venir faire une entrave. Là, la première chose que je vais nommer, ben, c'est que peut-être que notre élève n'est pas prêt pour résoudre un problème comme ça. Peut-être qu'on n'est pas dans sa zone de proche développement.
Mais si on l'est dans sa zone de proche développement, puis que comme enseignante, on veut vraiment proposer ce problème-là à notre élève qui vient d'ailleurs, ben, il va peut-être falloir qu'on vienne le modifier un petit peu. Parce que comme il est présenté comme ça, il y a des petites choses à revoir. Augustine, c'est un prénom qu'on voit moins ces années-ci. C'est un prénom, en tout cas je dirais à Québec, là, Québec, je veux dire Appalaches, Augustine, c'est pas un prénom qui est en vogue pour le moment. Puis qui est quand même difficile avec le G dur. Fait que peut-être d'aller chercher un nom soit qui vient d'un autre pays, soit un nom d'un ami de la classe ou un nom qui est plus courant ou plus facile à lire pourrait peut-être être intéressant. Puis il n'y a pas juste cette idée-là. Un gnome, ben c'est dur à lire. Puis un gnome, c'est quand même quelque chose qu'on on sait peut-être pas c'est quoi. Puis comme moi, les enfants, je suis pas sûre qu'ils auraient su qu'est-ce que c'était en quatrième année, les gnomes. Ils n'étaient pas tant dans cet univers-là. Le fait qu'il y ait 5 pattes, puis que, Junior Marvin en ait 4, ça aussi, ça pose problème, puis qu'on achète des ensembles. Fait que si on essaie de le simplifier, ben, l'exemple 1, fait que si le niveau mathématique reste le même, ce qu'on pourrait proposer, c'est d'enlever le fait qu'Augustine répare des chaussures. Parce que c'est pas si central que ça, puis de venir dire, ben Marvin, le monstre à 5 pattes, a commandé 8 ensembles de chaussures pour lui. Puis là, la phrase arrête là. Une autre phrase, Junior, son fils qui a 4 pattes, a aussi commandé 8 ensembles. Si on emballe ces chaussures dans des boîtes de 9 chaussures, combien de boîtes seront nécessaires? Puis là, je le relis, là, puis j'ai le goût de vous dire qu'on pourrait même dire en une phrase que les boîtes vont être emballées en paquets de 9. Puis finir la phrase là, puis isoler la question, que la question soit une phrase en soi. Le point là-dedans, c'est que je veux faire la démonstration qu'en gardant le même niveau mathématique, mais en retravaillant le texte, ben on peut peut-être donner plus facilement accès au problème pour notre élève qu'on accueille que si on le laisse comme ça, avec le problème comme il était édité, ben là, il y a des entraves culturelles qui peuvent venir nuire à la résolution de problème. À côté, puis là, j'ai fait exprès, là, j'ai pas sorti, j'ai dessiné Marvin et Junior, puis tu sais, c'est des bonhommes allumettes, si on veut, là, dans le sens que j'ai pas pris 20 minutes pour faire ça, là. Mais ça peut être, on peut réfléchir en termes de modification pratico-pratique, modification rapide. Si on a besoin de jouer sur le niveau de la tâche, parce que notre élève, on n'est pas dans sa zone de proche développement pour le moment, puis que là, il faudrait que ce soit le même problème, mais il faudrait que ce soit plus facile. Pour que notre élève reste partie prenante de la classe, bien, on pourrait proposer quelque chose comme Marvin et Junior commandent 8 paires. Fait que déjà là, des paires, c'est plus concret parce que, ben, nous autres aussi, c'est ça qu'on achète, nous, hein, des paires. Fait que c'est pour ça que là, c'est plus facile de faire le lien qu'avec un monstre. Les chaussures, si les chaussures sont rangées en paires, parce que c'est ça l'expérience généralement qu'on vit, on les range dans une paire, dans une boîte en paires. Combien de boîtes sont nécessaires pour les ranger? Fait que là, ben, mon niveau mathématique est en dessous, mon problème est plus facile. Il est plus court aussi. Il est un peu plus accessible. Puis là, j'aurais pu mettre un exemple 3, un exemple 4, un exemple 5. Quand j'étais enseignante, je vous avoue que j'aurais pas été capable spontanément de le faire pendant la récré ou à 3h15 en vue de ma journée de demain. J'aurais pas été capable spontanément de le faire, puis ça aurait peut-être été long. Puis la personne qui m'aurait aidée, c'est les personnes qui, m'aident encore aujourd'hui, puis c'est, les enseignantes de francisation en dénombrement flottant. Moi, c'est ce que je vivais dans mon centre de service quand j'étais enseignante. Elle venait prendre à intervalles quand même réguliers un élève, prendre, c'est pas ça que je veux dire. Elle venait elle venait travailler avec un élève, hem, pendant que, on était en enseignement, ben, elle aurait pu me guider sur comment on s'y prend. Fait qu'elle aurait pu m'orienter sur le niveau qui correspond à mon élève. On aurait pu en discuter ensemble, c'est un travail d'équipe. On aurait pu discuter ensemble des phrases. On aurait pu discuter ensemble, de qu'est-ce qui est culturel, puis qu'est-ce qui est accessible à mon élève. Fait que, tu sais, je vais amener aussi l'idée que, cette enseignante-là, qui est souvent de passage dans notre école, peut être vraiment une richesse pour l'enseignante pour, nous aider à répondre aux besoins de notre élève. Ensuite, j'avais parlé de types de résolution de problèmes qui sont différentes. Puis là, vous voyez sur la diapositive les maths en 3 temps parce que, ceux qui ont suivi là un peu l'actualité, je sais pas comment dire ça, là, l'actualité au niveau là, des programmes, puis du référentiel, bien, vous avez peut-être vu en congrès ou encore dans votre centre de service scolaire, vu ou entendu parler du site Apprendre et évaluer autrement en mathématiques, où on vient détailler, là on le voit ici sur le côté, on vient détailler dans la bannière des types de tâches.
Si vous n'êtes pas familier avec ce site-là, si vous n'êtes pas familier avec les différents types de tâches pour faire de la résolution de problèmes, bien ça peut quand même vous aider parce que ça va vous permettre d'aller faire de la réseau autrement. Parfois aussi, de vous dégager un peu là, de ces phrases-là, puis de ce contexte-là qui peut être parfois lourd. Puis pour vos élèves, tout le monde va en bénéficier parce que tout le monde va venir le travailler différemment. Puis comme le référentiel nous dit, ben, travailler la résolution de problèmes différemment, c'est une bonne pratique. Donc là, je vous épargne les clics. Et je m'en vais sur un maths en 3 temps, puis on ne le fera pas tout au complet parce que c'est l'heure du dîner. Mais on s'en va sur un maths en 3 temps de Graham Fletcher. On est sur son site. Puis j'ai pris le lien à partir d'Apprendre et évaluer autrement, parce que dans Apprendre et évaluer autrement, on va vous donner des ressources, on va vous expliquer quelles compétences on touche avec quel type de problème. On va vous expliquer comment on pourrait peut-être l'évaluer. On va vous donner des exemples de grilles. C'est vraiment un site à explorer. Mais dans un maths en 3 temps, comment on va faire pour résoudre notre problème? C'est que dans le premier temps, on regarde la vidéo. Là, vous n'aurez pas de son et ce n'est pas nécessaire. Et la vidéo est jamais très long. Comme vous voyez dans celui-là, j'ai pas vraiment de contexte. C'est sûr que j'ai une balance, j'ai des blocs mosaïques. C'est quand même aussi des outils que je peux trouver facilement dans mon école. Puis c'est tout. Fait que j'ai vu que la personne a mis 2 blocs mosaïques dans pas le chariot, là, mais dans le panier d'un côté de la balance, puis on va poser toujours les 2 mêmes questions. Qu'est-ce qui t'étonne? Puis, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'étonne? Puis la question mathématique qu'on va se poser, c'est dans ce cas-ci, ben, qu'est-ce que ça va prendre pour que la balance soit égale? Dans l'acte 2, on va vous proposer des photos ou parfois des cours vidéo pour donner à l'élève des informations pour résoudre le problème. L'acte 2, c'est l'acte où l'élève va travailler. C'est le moment où là, les élèves vont être ensemble. Puis tantôt, quand je vous disais, ben, on va les mettre en équipe pour faire un filet autour d'un autre élève qui vient d'ailleurs, puis aussi pour lui permettre, lui offrir des occasions de communiquer. Puis dans l'acte 3, ben, c'est là où on va s'intéresser aux démarches des élèves. Fait qu'en même temps, on va venir remplir le baluchon de démarches pour notre élève qu'on accueille, mais aussi, on va venir regarder notre réponse. Fait que ça, c'est une façon de voir la résolution de problème d'une autre façon. C'est un type de problème. Oh, Émilie, il se peut que j'ai besoin de toi. Ouais. Je vais Je vais aller. continuer. Ouais. Ouais. Ben, je vais continuer quand même si je sens de l'éprouver. Je vais arrêter le partage d'écran, puis je vais continuer la présentation. Donc, les maths en 3 temps, c'est un type de problème qui va nous permettre de le différencier relativement facilement. Fait que c'est pour ça que je vous en parle, puis que peut-être le voir dans cette lunette-là, si j'ai dans une classe ordinaire plusieurs niveaux, parce que c'est ça aussi qu'on vit, là, la classe avec un seul niveau, des élèves avec une compétence semblable, on vit moins ça ces temps-ci, ben ça va me permettre, peut-être si j'ai un type de problème comme ça, de venir, comme enseignante, faire une pierre deux coups, une pierre trois coups. Je vais continuer à la diapositive 11, s'il te plaît. Émilie. La diapositive 11 va vous montrer le site de la magie des mathématiques. Puis là, comme vous voyez quel genre de journée j'ai aujourd'hui, alors le site n'est pas accessible aujourd'hui. Hier, il était ailleurs dans mon centre de service scolaire ce matin, mais là où je suis, il n'est toujours pas. Je vous encourage à aller voir la section énigmes. Ça aussi, ça va peut-être vous permettre, parce qu'on a des vidéos, de venir travailler quelque chose avec nos élèves dont l'impact culturel est peut-être moins grand, puis le langage est peut-être un peu moins présent. Si on va à la diapositive suivante, Émilie, quand on parle de langage, non, Oui. on revient avec les ouais, merci. Fait que quand on se parle de langage, par exemple, des fois, c'est embêtant parce que, comme enseignante, on a le goût de dire ouais, mais c'est parce qu'ils ne parlent pas la même langue que moi. Mais c'est pour ça on va favoriser le travail d'équipe pour favoriser l'expression orale. On va aussi lui permettre, c'est pas possible pour le travail d'équipe. On va penser aux moyens alternatifs de communiquer. Fait qu'il peut avoir des pictogrammes, il peut avoir les schémas, les dessins. Lorsqu'on va travailler dans une langue qu'il connaît bien, ces signes et ces gestes vont nous permettre parfois de voir qu'il est en train d'opérer ou il est en train d'utiliser le savoir mathématique, comme par exemple de compter, parce qu'on voit sa main puis on l'entend compter dans sa langue. Fait qu'on peut présumer que c'est compter. Ensuite, ben aussi, on a les clés de communication qui étaient présentées par ma collègue Claudine l'année dernière dans un midi d'ILI, qui peut aider l'élève à venir tranquillement mettre des mots sur ce qu'il fait.
Puis il y a l'idée aussi, la dernière puce, du vocabulaire mathématique qui est important à traiter parce que les mots mathématiques, souvent, ont plusieurs sens. Un sens courant qui, dans la langue québécoise, va revêtir une signification, alors qu'en mathématiques, va en revêtre une autre. Fait que c'est pour ça qu'il faut travailler notre langage mathématique, notre vocabulaire, parce que ça ne sera pas quelque chose qui va être si naturel que ça. Il faut vraiment y aller de façon explicite. Puis on s'en ira à notre avant-dernière diapo sur les forces de l'élève. Fait qu'en fait, on pourrait être pressé comme enseignante que notre élève il sache multiplier puis il sache additionner, mais en même temps, il y a une foule de choses à apprendre quand il arrive, hein. Il faut qu'il s'oriente, il faut qu'il s'acclimate à sa nouvelle vie, à sa nouvelle demeure. Il a peut-être laissé sa famille derrière aussi, fait qu'il y a un petit deuil à faire de tout ça. Il y a le climat aussi, qui est un enjeu pour certains élèves qui nous arrivent. Fait que même si on est pressé de voir les apprentissages scolaires se placer, il faut quand même se dire que ça va venir. Puis tranquillement, l'enfant apprend, mais il n'est peut-être pas rendu à apprendre les savoirs qu'on aimerait qu'il apprenne. En observant, ben, on va voir qu'il sait probablement faire les choses en mathématiques. C'est pas une coquille vide quand les élèves nous arrivent d'ailleurs. Puis, il faut en tenir compte. Puis, il faut l'observer, comme je vous disais d'entrée de jeu, pour être capable de voir qu'est-ce qu'il sait faire, puis comment ça peut l'aider à faire le prochain pas mathématique qu'on fait dans la classe. Fait que c'est une réflexion que je vous amène. Recommencer le programme à zéro quand un élève arrive au Québec, ben ça va faire en sorte peut-être que l'élève va accumuler beaucoup de retard, alors que s'il est capable de connaître certaines notions mathématiques ou s'il les sait déjà, on va être capable de le faire cheminer à une vitesse qui va être plus semblable à celle des élèves qui sont avec nous depuis longtemps. Fait qu'au lieu de refaire en partant de zéro, puis dire: «Aïe, aïe, aïe, il m'arrive de novembre, ben là, il faut que je reprenne tout ce qu'on a vu depuis septembre». Qu'est-ce qu'il sait faire qui va lui permettre d'avoir accès au savoir qu'on est en train de voir avec les autres élèves? Ça va nous aider, puis ça va l'aider lui aussi. Puis dans le titre, on le voit, il y a l'idée de prendre soin aussi de son estime personnelle. Fait que moi, ce que je rencontre dans ma pratique de conseillance, c'est que parfois, des enseignantes vont dire: «Ben, il n'est pas tout à fait, encore rendu au niveau de la langue, donc il ne fait pas les mathématiques. Par contre, ben ça peut être une discipline que cet enfant-là aime beaucoup, une discipline qui lui fait du bien. Ça peut être une discipline où cet enfant-là va tout de même briller, où il va exceller peut-être. Fait qu'il faut lui donner cette chance-là. Puis même si c'est pas ça, puis même si c'est pas une discipline qui l'affectionne particulièrement, il faut tout de même la mettre en contact avec les mathématiques, puis lui donner un enseignement en mathématiques pour que tranquillement, il puisse suivre le même cours, si on veut, tu sais, c'est le même cours des choses. Fait que c'est important, au niveau de son estime, de favoriser ses prises de risques, de mettre en lumière ce qu'il est capable de faire, puis de le voir aussi dans cette approche-là, de mettre l'emphase sur ce qu'il est capable, puis s'en servir comme levier, au lieu de s'attarder à seulement et uniquement ce qu'il n'est pas capable de faire. Parce que ça, ben, nos élèves qui sont avec nous depuis longtemps, il y a des choses aussi qu'ils ne sont pas capables de faire, mais on va miser sur leurs forces. Fait qu'on va faire la même chose avec nos élèves qui viennent, qu'on est en train d'accueillir. Fait que c'est un peu ça que j'avais le goût de vous donner. La dernière diapositive, ce sont les ressources. Vous avez le site Apprendre à évaluer autrement, le site de la magie des mathématiques qui, j'espère, dans votre centre de service est fonctionnel, mais devrait l'être sous peu si ce n'est pas le cas parce que c'est pas dans ses habitudes. Vous avez aussi le site matérialisé que j'ose pas refaire en partage d'écran de peur que le réseau m'abandonne. Mais le site matérialisé, c'est un site sur les recherches autour du matériel, merci Émilie, autour du matériel de manipulation, fait par justement l'Université Laval et l'UQAM, qui pourrait vous soutenir soit maintenant ou éventuellement, parce que le site va être garni, qui pourrait vous soutenir dans votre réflexion autour des objets de manipulation, ou peut-être vous rappeler qu'il y a certains objets qu'on n'a pas l'habitude de manipuler qui peut-être pourraient être préférables pour vos élèves. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui, puis amener comme élément à votre réflexion. Fait qu'Émilie, je dois te dire que je me sens très soulagée que le réseau est tenu jusqu'à la fin. Effectivement. Ben, merci, merci beaucoup, Catherine, pour ta présentation. On va passer maintenant à la période d'échange. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Ici, je vais arrêter l'enregistrement.